Et comme on a mentionné au début de l'émission, dans la partie débat, on va parler aujourd'hui de l'événement de la journée. C'est la célébration de l'excellence des universités égyptiennes. Ce matin, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est rendu à l'université du Canal de Suez pour célébrer cette journée très importante. Et pour parler de ce sujet et en détail et d'autres angles de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir sur le plateau Dr Nada Bosset, qui est professeur de psychologie de travail et de ressources humaines. Bonjour madame. Bonjour madame, vous allez bien? Ça va, vous êtes toujours la bienvenue sur la TV internationale. Merci de m'avoir accueilli. Alors aujourd'hui un nouveau sujet, mais toujours lié au sujet de vie décente, de la formation des jeunes. Aujourd'hui c'est la célébration de l'excellence des universités égyptiennes. D'abord, comment vous voyez l'importance accordée par l'État pour décorer et pour rendre hommage aux excellents parmi les étudiants des universités égyptiennes? Tout d'abord, comme vous le voyez, je vois à mon opinion que la ressource la plus importante maintenant, la ressource la plus riche, c'est la ressource humaine, y inclut les jeunes. Oui. Parce que 35% de la population égyptienne, ce sont juste les jeunes entre l'âge de 15 ans jusqu'à 35 ans. Oui. Alors je vois que l'État, ça donne beaucoup d'attention, ça donne assez de soins à soutenir les jeunes et surtout les étudiants universitaires afin de les préparer à rejoindre le marché du travail. Comment peut-on faire ça? Tout d'abord, comme vous le voyez, il y a beaucoup d'évolutions maintenant concernant la qualité de l'éducation universitaire, surtout les universités étatiques. Pourquoi? Parce que les buts, c'est toujours de préparer les jeunes à rejoindre le marché du travail et d'avoir les capacités et avoir le talent et tout ça afin d'être vraiment capable d'embaucher un travail si somptueux, un travail capable et tout ça. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, comme vous le voyez maintenant, le chef d'État, il paye beaucoup d'attention à avoir une voix bien à écouter pour les jeunes. Comment peut-on faire ça? Si vous vous souvenez, il y a toujours la conférence de la jeunesse mondiale. Ça a commencé ici à l'année 2017 à Sharm el-Sheikh et ça continue à s'évoluer chaque année. C'est quoi le but de la conférence? C'est de rejoindre tous les jeunes à travers tout le monde. C'est juste pour leur donner l'occasion de s'exprimer, de donner des avis, des opinions et de leur donner de la confiance en soi. Vous avez une voix et on a vraiment envie d'étudier, d'écouter votre voix. Donc c'est ça le but. C'est ça la deuxième chose que l'on fait. Ça, c'est un point très important de donner confiance aux jeunes. Je vois qu'à partir du moment où on décore ou on rend hommage aux excellents, aux étudiants, aux élèves aussi des écoles. À partir de ce moment-là, ça leur donne de la confiance, je pense. Oui, mais tout à fait. Mais tout à fait. Comme vous voyez maintenant, on a toujours, bien sûr, on a toujours l'Internet et les médias et tout ça. Donc maintenant, ils ont quelques canaux de diffusion. Donc, même si j'ai une idée à diffuser, si j'ai n'importe quelle idée à saisir ou une occasion à saisir, j'ai toujours l'occasion de m'exprimer. Et donner aux jeunes de la confiance en soi, je vois que c'est quelque chose de très important parce qu'au passé, si on fait la comparaison par rapport à maintenant, au passé, ils ne savaient pas qu'il y avait des occasions, ils ne savaient pas qu'ils avaient une voix et que l'État, et surtout, si on parle de la vision, la nouvelle vision de l'Égypte de l'année 2030, donc ça inclut des buts et parmi les groupes cibles, ce sont les jeunes. Alors, ils se sont de plus en plus fiers. Maintenant, l'État, nous sommes bien inclus dans la nouvelle vision. Si on peut lier ça au développement durable et tout ça, c'est toujours, les jeunes sont toujours inclus. Donc maintenant, c'est bien vu et c'est bien écouté et c'est bien prouvé qu'ils ont une voix et non seulement ça, mais on a vraiment envie d'écouter votre opinion, d'écouter vos avis. Je pense qu'il y a aussi des programmes présidentiels comme le programme de la formation des jeunes leaders. Ces programmes-là, présidentiel, programme du gouvernement pour préparer les jeunes pour se lancer sur le marché du travail et pour trouver aussi un travail convenable.
Oui, tout à fait. Moi, je vois parce que ça a commencé à l'année 2015. C'était le programme national pour préparer des leaders égyptiens, des jeunes leaders égyptiens, tout à fait. Donc, ça a commencé à l'année 2015 et durant la période de 9 mois consécutifs, les jeunes gradués universitaires, ils sont là pour étudier l'économie, les sciences po, la finance, les ressources humaines et tout ça. C'est quoi le but? Vous êtes là. On a besoin d'en profiter, on a besoin de profiter de vos capacités et vos capacités. Alors, après la période de 9 mois, tous les gradués de ce programme présidentiel, ils ont embauché du travail national, du travail dans l'État. Alors, vous voyez, non seulement j'ai étudié quelque chose de nouveau, j'ai évolué mes capacités et tout ça, mais aussi j'ai pu embaucher un travail, c'est juste pour servir l'État. Donc, ça a un rôle national, un rôle tout à fait noble. Tu fais service maintenant à ton État. Ça fait une grande différence. Et après ça, on a formé, je crois que c'était à l'année 2017, on a formé l'Académie nationale de formation. C'est juste pour former les personnels étatiques afin de rejoindre la vie et le marché de l'emploi, mais d'être un peu avancé et un peu amélioré par rapport au passé. Donc, non seulement je travaille pour l'État ou je travaille dans une organisation étatique, mais aussi, maintenant, j'ai quelques capacités et quelques talents et quelques savoir-faire à mieux servir mon État et à mieux faire mon rôle. Et pour les jeunes qui veulent donc intégrer ou rejoindre l'Académie nationale de formation, comment ils peuvent faire ça? Ça se trouve en ligne parce qu'ils ont leur page en ligne. Ils peuvent juste aller lire la vision et les conditions d'éligibilité et tout ça. C'est ouvert à toutes sortes de jeunes et ils peuvent rejoindre n'importe quel programme de formation. Mais il faut juste dire que les programmes de formation sont un peu spécialisés. La loi et le droit. La gestion des ressources humaines, l'économie et les sciences po. Donc, les programmes sont divisés et classifiés selon le filière. C'est juste pour aider les jeunes à trouver leur cours cible. Oui. On va parler maintenant d'un sujet donc, très délicat, c'est les étudiants brillants. Comment former un étudiant excellent ou brillant? C'est quelque chose donc de très exceptionnel quand tu as dans ta famille un ado ou un petit enfant. Oui, et il y a un rôle bien sûr de la famille, il y a un rôle de l'université, de l'école aussi. Comment donc former cet excellent étudiant? Bon, ça commence dans la maison, ça commence dans la formation initiale. Bon, c'est toujours le rôle des parents. Tout d'abord, il faut toujours faire savoir à mes enfants qu'ils ont une voix à écouter et moi, je respecte ce que tu me dis. Même si je suis pas tout à fait d'accord avec tout ce que tu me dis, mais il faut faire savoir à nos enfants qu'ils ont bien écouté. Je respecte ce que tu me dis. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut toujours avoir un rôle principal, c'est de soutenir nos enfants. Soit disons que moi je vois que toi tu es un étudiant assez brillant, je vois qu'il faut étudier la génie, la médecine ou peut-être l'intelligence artificielle. Ok, mais s'il a autre chose à faire, s'il veut faire autre chose, c'est de sa décision individuelle de décider ce qu'il faut faire. Parce qu'après tout, c'est toi qui vas subir les conséquences. Alors mon deuxième rôle, je vous parle toujours de la famille, le rôle individuel de la famille. Alors, il faut toujours soutenir ton rêve, il faut écouter et il faut en prendre soin pour te donner le conseil le plus convenable, étant donné ton cas. Si tu n'aimes pas la génie, ok. Je dis toujours qu'afin de former un étudiant bien brillant, qui a de confiance en soi, qui a de la croyance en ses capacités, il y a 2 questions à demander. La première question, par exemple, maman et papa, je voudrais étudier l'intelligence artificielle parce que c'est très répandu maintenant. Oui. La première question, tu vois que tu en es capable, tu vois que tu as le savoir-faire et tu as les capacités à prendre ce rôle et à prendre ce parcours, ça c'est premièrement. Deuxièmement, comment pourras-tu servir à ta société? Parce qu'il faut toujours croire à l'importance de mon rôle à servir à mon État, à servir l'État, à servir la société. Et bien sûr, de gagner de l'argent, parce qu'après tout, on travaille, on embauche un travail, c'est juste pour gagner de l'argent. C'est un rôle tout à fait important. Donc ça, c'est ce qui concerne le rôle de la famille. Le rôle de l'État,
comme vous le voyez maintenant, on voit beaucoup d'évolutions, beaucoup d'initiatives. C'est juste pour soutenir les jeunes. Les jeunes, surtout les jeunes. Donc, il faut en être reconnaissant parce que moi, je vois maintenant que l'État embauche beaucoup d'occasions, de beaucoup d'initiatives. C'est juste pour sensibiliser à la jeunesse. Nous sommes là pour vous. On a vraiment envie de vous écouter. Et si vous parlez d'une autre branche de comment soutenir les jeunes, il faut parler de l'entrepreneuriat et les initiatives de l'entrepreneuriat et comment vous soutenir, vous donner de l'argent, comment vous apprendre à commencer à lancer un projet qui va vous rendre du revenu et de l'argent. À propos donc des études universitaires, est-ce que vous voyez que les tendances ont changé ces jours-ci, bien sûr? Tout à fait. Complètement changé. Tout à fait. Oui, jadis, on préférait la faculté de médecine, la faculté d'ingénierie, oui. Mais maintenant, il y a donc tout à fait des tendances l'informatique, parmi les jeunes, oui, tout à fait différentes. Tout à fait. On parle maintenant de l'informatique, de l'intelligence artificielle. On parle maintenant de comment concevoir des sites web et tout ça. C'est juste pour supporter, pour soutenir le rôle de la technologie et de l'informatique. Donc maintenant, c'est tout à fait transformé. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours s'adapter au changement mondial. Alors, si maintenant on parle des spécialités, des formations et des facultés et tout ça, c'est vraiment transformé. Oui. Et deuxièmement, même le système d'éducation universitaire, c'est très bien transformé maintenant parce que maintenant, il s'agit d'étudier les sujets en formant le système du crédit. Le système d'heures du crédit, credit hours en anglais, le système d'heures du crédit, donc ça donne la chance aux étudiants premièrement, de choisir leur propre sujet d'études. Deuxièmement, d'avoir un peu d'agilité et de flexibilité. Ça veut dire, si toi, tu penses que tu auras besoin de beaucoup plus de temps pour étudier, pour te préparer des examens, c'est pas grave. Tu peux juste s'inscrire à 4 sujets au lieu de 5 sujets. 3 sujets pour ce semestre et le semestre suivant, tu pourras augmenter le fardeau et tout ça. Donc, vous voyez que les universités gouvernementales ou étatiques égyptiennes ont évolué avec donc le changement mondial. Tout à fait. Surtout l'université du Caire, parce que c'est l'université le plus répandu mondialement et tout ça. Ils ont subi beaucoup de changements tout à fait positifs et on peut juste voir comment ça a rendu beaucoup d'investissements. Et en plus, la plupart des universités étatiques maintenant, ils sont très intéressés à former des partenariats internationaux avec des universités internationales. Donc, ça augmente la valeur de la qualité de l'éducation universitaire. Ils forment beaucoup de partenariats internationaux. Tout au long de l'histoire, donc on avait des savants, des étudiants très brillants, égyptiens bien sûr, et toujours on disait que ces étudiants-là, ils vont briller à l'étranger et pas en Égypte. Peut-être parce que à l'étranger, ils leur donnent beaucoup plus de facilité. Est-ce que vous voyez que cette vision-là a commencé à changer ces jours-ci, ça a ces dernières commencé à années? changer avec beaucoup de succès parce que maintenant, grâce à l'Internet et tout ça, donc tout est répandu, tout est très facile à diffuser. Une fois qu'un étudiant ou un jeune savant ou n'importe quoi a une idée, il sait comment diffuser l'idée. Il sait maintenant c'est quelle porte qu'il faut sonner afin de me trouver une occasion à saisir. Donc c'est rendu de plus en plus facile. Il faut parler des investisseurs et des hommes d'affaires et tout ça qui ont un grand rôle à soutenir les rêves des jeunes. Alors ils sont là, c'est juste pour supporter et pour soutenir n'importe quelle idée de projet, d'entrepreneur et tout ça. Si jamais tu as une idée que tu trouves brillante, ce qui fait la différence ou la chose la plus importante, c'est comment promouvoir ton idée. C'est ça ce qui compte. Mais à propos des hommes d'affaires, à propos du rôle de l'État à demander, à sensibiliser aux hommes d'affaires de soutenir ces idées des jeunes et ces idées d'investissement et d'entrepreneuriat et des projets de travail et tout ça, c'est déjà là. Alors, c'est à toi maintenant, c'est à toi mon fils. Tu as une idée, il faut travailler très régulièrement afin de juste promouvoir ton idée, que ce soit assez attirante. Oui, à part les hommes d'affaires, ça c'est une étape avancée, mais avant, il y a les professeurs, les enseignants.
quel est le rôle pour pousser ou pour encourager cet étudiant excellent ou brillant? Ben, comme vous l'avez dit, il faut les encourager, il faut les motiver à générer des idées. Quand on parle de la créativité, comment ça commence et comment ça se termine. Si jamais tu écoutes quelqu'un qui babille avec n'importe quoi, il ne faut pas lui couper la parole. Tu attends jusqu'à ce qu'il termine ce qu'il a à dire parce qu'il a des idées, il a quelque chose de nouveau. Donc tout d'abord, il faut écouter, il ne faut pas lui couper la parole, il ne faut pas démotiver les autres. Alors, étant professeur moi-même, j'écoute toujours mes élèves et non seulement ça, il faut écouter, respecter, observer, ensuite donner le conseil. Moi je voudrais subir une carrière au cinéma. Ok, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Tu penses que tu en es capable? Et il me dit oui. Ok, tu penses d'avoir un tel parcours, tu as un tel plan, tu as un tel chemin à suivre. Ok, si une fois qu'il est capable de répondre à toutes mes questions, donc mon rôle c'est juste de soutenir son parcours au lieu de le convaincre de changer de parcours. Ça se voit, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ton plan, mais puisqu'il m'a donné toutes les réponses et les réponses sont bien dites, alors c'est mon rôle maintenant de soutenir ton idée parce que quand on parle des enseignants et des instituteurs et des professeurs, ils ont un rôle tout à fait délicat comme vous l'avez dit, d'écouter, respecter, ensuite donner le conseil. Surtout aussi avec les étudiants qui sont hésitants. Il y a des personnes qui sont hésitantes entre plusieurs idées parce que normalement, ils ne savent pas ce qui se passe, par exemple, sur le marché du travail. Alors, comment faire avec ces étudiants hésitants? Une fois que j'ai un étudiant hésitant, il y a deux parcours à suivre, les deux en parallèle. Tout d'abord, je l'encourage, je le motive à tout essayer. Puisque tu as plusieurs choses sur ton menu et tu ne sais pas c'est quoi ton plat préféré. Ok, on peut tout essayer, ça c'est premièrement. L'autre plan, le plan B, qu'il faut travailler en parallèle, c'est d'avoir mon sens bien délicat, d'avoir mon sens d'observation, à l'aider à trouver son propre parcours et son propre chemin. Après tout, moi je suis le prof, je vois les notes, je vois l'évaluation sommative ou n'importe quoi. Donc c'est une partie de mon rôle, c'est de l'aider à trouver son propre chemin. Tu vois, tu es vraiment surdoué en maths, tu ne veux pas faire un peu de génie, tu ne veux pas faire un peu d'informatique, ça c'est un exemple. Tu es surdoué en biologie, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Moi, je vois que tu es toujours le meilleur à me concevoir des brochures et n'importe quoi. Tu ne veux pas avoir une carrière en marketing? Donc, il est assez hésitant, ok? En attendant que tu essayes tout ce qu'il y a sur le menu, moi, je peux toujours te guider et te donner quelques conseils parce que moi, je vois de l'extérieur si toi, tu n'es pas encore capable de le voir, mais moi, je peux le voir. Donc, je vois que tu es surdoué en français, par exemple, en maths et en sciences naturelles. Alors, ce sont quoi les choix? Et ainsi de suite. Oui, il y a aussi un autre exemple, ce sont les étudiants qui sont paresseux, un peu paresseux? Non, pas paresseux, mais qui sont entêtés. Oui, ils sont assez entêtés. Même si l'idée dont ils parlent est une idée folle, mais il insiste sur cette idée. Oui, c'est juste que pour s'affirmer la position et l'autorité. Oui. Ce qui se cache derrière être entêté ou têtu, c'est pas l'idée. Parce que ça se voit que l'idée est folle. Et même lui, il en est d'accord. Je le sais, l'idée est folle, mais il faut juste être entêté. C'est juste pour m'affirmer la position et l'autorité. Donc, c'est quoi la solution? Si j'étais sa parente ou si j'étais sa prof? Attends jusqu'à ce qu'il termine ça. Demande-lui des questions. Une fois qu'il te donne la bonne réponse, ça veut dire qu'il comprend très bien ce qu'il peut faire. Mais essayer de confronter et essayer de résister, ça me donne de plus en plus de résistance. Ça va passer de mal en pis. Oui. C'est pas le moyen, il faut en trouver le moyen. Donc, j'écoute jusqu'à la fin, je suis là pour toi et j'ai d'autres choix. Tu veux pas essayer un autre choix? Donc, ok, moi je trouve que cette idée est géniale, mais j'ai 2 ou 3 autres idées. Pourquoi pas? On peut travailler en parallèle. Si c'est ça votre attitude avec votre enfant ou votre ado ou n'importe quoi, je vous promets, il va changer d'opinion. Pourquoi? Parce qu'il a senti le respect, zéro résistance, agilité. Donc c'est lui qui va changer d'opinion parce que maintenant il s'est affirmé la position et l'autorité et le caractère.
Docteur Nada Bosset, vous avez travaillé ou formé des jeunes à travers aussi le programme présidentiel oui, Vie tout à décente. fait, oui. Oui, à quoi consiste votre travail exactement? Ben, c'était une formation de 3 mois des ressources humaines, la psychologie du travail et de comment gérer les changements. Ça, c'est la chose la plus difficile. Comment gérer le changement, les changements de place, les changements d'autorité, les changements d'employés et tout ça. Donc, moi, j'étais parmi l'équipe de formation qui a gradué la première branche des gradués. Bah, c'était une expérience tout à fait réussante et tout ça. Et c'était ça juste ma spécialité. Il y avait des autres profs et des autres formations en économie, en comptabilité et tout ça. Mais moi, je trouve ça a beaucoup aidé les jeunes parce qu'à l'époque, ils ne comprenaient pas que la psychologie du travail, ça a à faire avec le travail et les affaires. Ils ne comprenaient pas ça à l'époque. Les principes étaient un peu nouveaux. Ben, de la psychologie, ça veut dire que bon, vous êtes psychologue. Je leur explique, non, je ne suis pas psychologue, je suis prof des ressources humaines, mais ma spécialité, c'est d'étudier le comportement humain dans les organisations, au travail. Donc, à l'époque, le principe était un peu nouveau parce qu'on me prenait comme psychologue, comme psychiatre, par exemple. Mais ça les a aidés à changer d'avis plus tard. Oui, enfin, c'est un terme donc un peu nouveau. Ouais. La psychologie du travail. Du travail, oui. Oui, alors expliquez-nous donc Oui, c'est avec quoi grand la plaisir. psychologie du travail? Bien sûr. Donc, la psychologie, c'est la science qui s'agit du comportement humain, quoi que ce soit. Oui. Donc, j'étudie, j'analyse le comportement humain afin de répondre aux questions. Pourquoi il se comporte de cette façon? Pourquoi il a peur de travailler en équipe? N'importe quoi. Donc, c'est ça la psychologie. La psychologie du travail, c'est toujours le même filière, c'est toujours le même but, c'est d'étudier et d'analyser le comportement humain, mais dans un encadrement d'organisation, dans un encadrement de travail. Donc, étant psychologue de travail, c'est de mon travail, c'est de ma spécialité de commencer à analyser, étudier votre comportement ici et là. Pourquoi? C'est quoi le but? Afin de vous aider à mieux performer, afin de vous aider à mieux vous profiter de vos capacités et de votre talent et de votre formation, tout ça. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on pense du travail et des affaires que c'est juste un processus et que les individus ne sont pas inclus. Mais ça qui nous cause les catastrophes plus tard. Alors, il faut commencer assez tôt. C'est juste, j'étudie, j'analyse et je commence à dire, ben, j'ai quelque chose à proposer ici, j'ai un moyen à proposer ici. Je crois qu'il est surdoué en ça, mais il a peur d'être jugé par les autres. Peut-être qu'il a peur de la critique. Alors, comment faire? Il faut lui donner beaucoup de la confiance en soi pour être capable et être prêt à recevoir n'importe quelle critique, quoi que ce soit. C'est ça notre spécialité en psychologie du travail. Oui, ça aide. Et vous écrivez par exemple des rapports pour les Tout à présenter fait. au patron, pour Oui, lui donner tout à votre fait. avis sur cet employé-là. Est-ce qu'il y a donc une réponse de la part des patrons? Oui, tout à fait. Ben, tout d'abord, je fais mes analyses. OK. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'écrire mon rapport. C'est un rapport tout à fait détaillé parce qu'il faut donner un peu des preuves et d'évidence. D'où vient mon opinion? Il faut être une opinion assez professionnelle. Il faut être soutenu par quelques évidences et quelques preuves. Deuxièmement, je donne ce rapport au patron qui commence à discuter avec moi. Mais comment ça se fait? Ça fait 20 ans qu'il travaille avec moi. Je ne me suis jamais rendu compte de ça. Donc je lui dis, mais peut-être parce que vous n'avez jamais eu la chance de voir ça ou d'examiner ce caractère en lui. Mais maintenant, c'est de mon rôle de vous dire, c'est ça le cas. Troisièmement, avec l'employé et son patron, il faut juste concevoir un plan de développement individuel. Donc, c'est quoi le but? C'est quoi votre plan pour cet employé? De continuer ainsi, de vous débarrasser de lui, de changer de spécialité, d'être un supérieur pendant 10 ans ou pendant 15 ans, quoi que ce soit. C'est le rôle du patron de me dire c'est quoi le plan de développement qu'il a pour cet employé, parce qu'ensuite, dépendant de ça, je commence à concevoir mon propre plan de développement individuel afin d'aider cet employé à accomplir ce but. Oui.
Donc, on revient au sujet de l'événement d'aujourd'hui, c'est la célébration de l'excellence des universités égyptiennes. Comme vous le savez, l'Égypte célèbre depuis plusieurs années plusieurs journées ou fêtes, comme la fête de la science ou la journée de la science. Aujourd'hui, c'est la journée de l'excellence des universités égyptiennes. Comment vous voyez donc l'importance d'organiser ou de célébrer de telles fêtes très spéciales? Oui, tout à fait. Moi, je vois que nous avons ici 3 groupes cibles à satisfaire. Tout d'abord, c'est l'État. L'État d'avoir de plus en plus de croyances à la jeunesse, aux jeunes, à l'éducation universitaire étatique égyptienne. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut rendre hommage à l'éducation universitaire égyptienne. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut rendre hommage aux jeunes étudiants. Pourquoi les jeunes étudiants? Parce que les jeunes étudiants, ils ont beaucoup travaillé, ils ont bien travaillé, beaucoup de la persévérance, ils sont bien déterminés à étudier, ils sont assez sérieux. Mais il faut leur montrer un peu de reconnaissance, il faut rendre hommage aux jeunes étudiants assez brillants. Tu vois, tu as bien travaillé et voilà le résultat. Troisièmement, ce sont les parents. Après tout, c'est grâce à mes parents de m'avoir donné l'esprit de corps et d'être sérieux et d'être persévère et tout ça. Alors, troisièmement, non seulement tu rends hommage aux étudiants brillants, mais à leurs parents. Parce qu'après tout, c'est grâce à tes parents que tu es là aujourd'hui. Donc, ça nous aide à changer la mentalité égyptienne que maintenant, une fois que tu travailles assez sérieusement, il y aura toujours de la reconnaissance, il y aura toujours des résultats positifs qui sont assez diffusés pour toute l'Égypte. C'est ça le but le très important. Nous commençons maintenant à changer la mentalité. Tout est diffusé, la transparence et l'intégrité. Parce que comme vous le voyez, au passé, même si l'État avait des initiatives à suivre ou n'importe quoi, on ne les savait pas. Ok, mais maintenant tout est bien répondu, tout est bien su et bien reconnu par tout le monde. Alors maintenant, on a toujours beaucoup de la transparence et de l'intégrité. Je comprends très bien ce que l'État essaye de faire. Je suis toujours à courant. Ah voilà, ils ont commencé un nouveau projet, ben, c'est génial. Ah, j'ai entendu parler d'une initiative d'entrepreneuriat. J'ai un fils qui a une idée d'entrepreneur, pourquoi pas? Alors maintenant, c'est toujours grâce à l'État et grâce à tout ça que tout est bien su, tout est bien diffusé. Ben, on parle de la transparence, alors pourquoi pas? Oui, et parlons de la transparence et tout est connu sur le marché. Alors, est-ce que vous voyez aussi qu'il y a quelques employés dans les universités, par exemple, dans les milieux de travail qui ont une mentalité très ancienne et qui mettent des obstacles sur le chemin des jeunes qui commencent donc leur vie sur le marché du travail. Alors, des mentalités qui très anciennes, très bloquées. Trop rigides. Très bloquées. Alors, qu'est-ce qu'on fait donc avec... parce que j'entends toujours des plaintes de la part des jeunes quand ils se dirigent, par exemple, vers les bureaux de travail et les bureaux de service. Ils se plaignent de la bureaucratie, de la lenteur du processus, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait donc avec ce système qui ne change pas? Mais il faut avouer juste que ça commence à changer. Vous savez quoi? Hier, j'étais dans un de ces bureaux, je voulais juste renouveler mon passeport. Ça m'a pris 17 minutes. Donc, génial. Il faut l'avouer, il y a beaucoup de changements. Ça commence à s'améliorer, à se développer de plus en plus. Mais si on parle d'une mentalité ou d'un caractère au travail qui n'hésite pas à bloquer et à résister et à arrêter n'importe quel projet de travail, le meilleur plan, c'est juste de tourner autour du mur de résistance. C'est le plan le plus pratique, le plus faisable. Parce que, souvenons-nous bien, un employé étatique, c'est un employé qui est marié au gouvernement jusqu'à l'âge de 60 ans. On ne peut pas le virer, il faut l'avouer, il est toujours là. Donc c'est un mariage, c'est un mariage assez dur, assez solide. C'est très sympa donc ce terme-là. Il est marié. Oui, c'est un mariage. Je suis mariée au travail étatique. Alors c'est quoi le plan le plus faisable et le plus facile? Tu as un mur de résistance, il faut tourner autour. Ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? C'est quel bureau? Le bureau de planification.
Le ministère de Planification nationale et tout ça, c'est ce qu'on fait maintenant. On essaye de renouveler et de recréer les processus du travail afin d'améliorer la qualité de service et afin de diminuer le contact direct avec les employés étatiques pour éviter les murs de résistance. Processus de blocage, ce long processus de blocage aussi. Et je pense aussi qu'il faut former cet employé marié à son bureau ou collé à son bureau. Il faut le former, il faut qu'il évolue. C'est ce qu'ils font maintenant parce qu'on essaye de renouveler la loi de l'emploi étatique. Donc, on est en voie de développer ça avant de changer quelques clauses et inclus dans cette loi. Ça, c'est juste pour changer ça et d'améliorer de la qualité de service. C'est toujours en voie de développement. Oui, alors, on l'espère bien sûr. Oui, on l'espère. Oui. Alors, docteur Nada Boss, c'est professeur de psychologie, de travail et de ressources humaines. Merci beaucoup. Merci à vous, pour avoir répondu à notre invitation sur NATV. Vous êtes toujours la bienvenue. Passez une excellente journée. Merci bien à vous, madame. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et donc, une courte pause et on revient pour la suite de Bonjour l'Égypte.